Juste avant, une petite chose sur ma présentation de tout à l'heure. Voilà, je voulais amener cette petite antenne-là que tout le monde reconnaît peut-être, qui est une antenne Big Wheel. Et tout le monde, tous ceux qui ont fabriqué une antenne Big Wheel savent qu'il y a un petit bout d'éléments à rajouter au centre qui court-circuite. On a l'impression que ça court-circuite l'antenne. On appelle ça parfois un stub à tort. Et en fait, cet élément-là, c'est juste un bout de fil qui joue le rôle d'une inductance, d'une bobine. Et c'est ni plus ni moins ce que j'avais montré dans la présentation tout à l'heure, de ma bobine qu'on met en parallèle pour finir l'accord. Donc c'est exactement le même principe sur la Big Wheel. Voilà, je ferme la parenthèse. Et puis je vais revenir sur cette dernière présentation qui va concerner une antenne VHF-UHF. On va reparler d'antenne à polarisation plutôt verticale, quoi qu'en fait, on la met dans le sens qu'on veut. Ça part d'un cahier des charges, d'un certain nombre de choses, de simulation, de mesures, de prototypage. L'objectif de ce travail d'antenne VHF-UHF est parti d'une antenne simple à réaliser. Yannick, lors d'une réunion à l'ARA 35, voulait une antenne simple à réaliser, facile à ranger, puis il m'avait donné quelques liens à regarder. Bon, donc je suis parti de ça. Donc facile à réaliser, facile à ranger, et puis il y avait une sorte d'élément supplémentaire qui était fait avec quelque chose de souple, coaxial. Donc voilà, c'est un mix de tout ça. Donc facile à réaliser, bon, on est toujours sur le dipôle, si on part d'une antenne classique avec du fil. Et on sait tous que sur une antenne dipolaire à 145 mégas, ça fonctionne aussi sur l'UHF par l'harmonique 3. Mettre ce dipôle vertical, Alain l'a rappelé, c'est pas sympa parce que la ligne passe juste à côté d'un des brins et ça induit évidemment plein de courants de gaine, des trucs horribles qu'il faut neutraliser. On a retenu la leçon. Donc ça déforme le diagramme, ça a des impacts, etc. Donc on va vite abandonner du moins la liaison ensemble. J'avais testé il y a quelques années en arrière un dipôle vertical alimenté au centre avec un tube de cuivre où on passait à l'intérieur le coax. Et il faut aussi une self à la base, un choc pour bloquer le courant. Parce que si on ne fait pas ça, c'est assez pénible. Alors, il faut le faire, évidemment, bobiner dans le bon sens. Ça, on n'a peut-être pas parlé, parce que si on fait des chocs, c'est une bobine, donc c'est un capteur de champ magnétique. Et si on couple le champ magnétique créé par l'antenne avec la bobine, le choc est beaucoup moins efficace. Donc il faut s'assurer pour que le champ magnétique généré par l'antenne soit transverse à la bobine. C'est là que c'est efficace. Donc dans cet exemple-là, il faut bobiner ça sur le support. Bon, c'est pas très portable, parce que ça fait 1 mètre de long. Enfin, c'est portable, mais c'est pas facile à ranger dans un sac. Voilà, point d'alimentation, toc, toc. Et donc l'idée, c'était plutôt d'attaquer l'antenne à l'extrémité pour unfed. Bon, l'impédance, ça a été aussi rappelé par Alain, donc je vais assez vite. C'est de la haute impédance. C'est pas sympa. Donc généralement, on essaie de rajouter un petit élément supplémentaire pour s'accrocher un petit peu plus haut et donc maîtriser un peu mieux l'impédance où on se connecte. Voilà un bel exemple on tourne toujours autour des mêmes antennes, antenne en J, oui, les vieux, donc on n'a rien inventé, on ressasse. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut faire quelque chose d'efficace. Alors, il est présenté verticalement, mais on peut très bien le faire, comme l'a vu
l'a montré Alain, une ligne à l'horizontale. Bon, c'est monobande. L'accord est souvent pointu. Donc, et puis, il faut bien protéger ça. Là, au niveau de la jonction, c'est de la haute impédance. Et donc, voilà, c'est pas toujours simple à utiliser. Alors, accord pour Z au bout. Et si plutôt que... Pardon. Là, c'est sous la forme de ligne bifilaire. Et si plutôt qu'une ligne bifilaire, on prenait un coaxe. La question que je me suis posée. Donc, plutôt un coaxe. Bon, il n'y avait rien de nouveau dans cette histoire-là, parce que PA0 FBK a déjà un peu cogité à ça il y a quelques années. Et c'est largement documenté. On retrouve son design. C'est un des liens que Yaying m'avait passé, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait. On a le design. Alors on retrouve un élément de coaxe dont on dépouille la tresse. Il a laissé une partie ici avec la tresse et l'isolant. Et sur la partie basse, eh ben, il y a la fameuse ligne quart d'onde et un petit dispositif en bas. Il avait fait ça en RG58. Donc là, on rentre effectivement dans le critère, c'est souple et facile à ranger. C'est d'après ces articles bibande. Géométrie complexe, parce que pourquoi il y a ça ici au centre? On pouvait se poser des questions. Bon, ça a été quand même aussi publié dans une conférence scientifique par ces personnes. Donc il y avait un côté sérieux dans l'histoire. Donc je l'ai fait, j'ai testé. Bon, je n'avais pas du RG58, donc j'avais un RG213, et j'ai réalisé ça. Bon, c'était pas transcendant, et ça m'a paru plutôt non opérationnel. Donc j'ai laissé un petit peu de côté, surtout un peu interrogé par cette géométrie ici. Je me suis même amusé à déplacer la tresse et la tresse, donc, puisque j'avais enlevé l'isolant. Donc la tresse pouvait facilement glisser sur le restant du coaxe. On ne voyait pas trop l'effet au niveau du moins de l'impédance. Hein. Donc est-ce qu'il y avait un effet de rayonnement? Nos côtés bibande, je suis resté un petit peu sur ma faim. Donc je suis reparti à zéro et je me suis dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose en gardant quoi? Une partie verticale, une partie de coaxe et puis un petit système d'adaptation pour rattraper l'impédance qui existait dans PA0 FBK. Donc ça, c'est mon point de départ. Et en cogitant, alors je vous passe les détails hein, parce que il faut chercher la longueur, hein, ce qui ne veut pas forcément dire rigoureusement lambda sur 2. Hein. Donc j'ai fait pas mal de petites mesures avec des VNA. Et on part d'une impédance qui est forte, puisqu'on n'est pas très loin du lambda sur 2, donc on est par là, sur la bague de Smith. Hein, et puis on a un bout de ligne qui doit modifier l'impédance, donc qui va nous faire déplacer cette impédance-là vers quelque chose qui est plutôt basse impédance, puisqu'ici on est sur la basse impédance, au bout d'une distance quart d'onde de lambda sur 4. Et le petit système qu'on rajoute à la base, le fameux stub, qui est ni plus ni moins qu'une bobine, ça rattrape l'impédance et ça nous permet de trouver un accord plein centre de la bague de Smith. Donc j'ai identifié un certain nombre de choses. Quelle est donc l'impédance qu'on va avoir ici? Quelle longueur il faut mettre? Et quel est le stop qu'il faut mettre? Et je suis arrivé à un certain nombre d'informations. Voilà, il fallait une ligne de 31 cm en coaxe et un petit bout de stub CC de 2,7 cm et une longueur grand L de 78 cm. Alors ça, c'est la partie VHF, voilà, 145 mégas. Donc je me suis fait en fait une antenne VHF. Est-ce que ça marchait en UHF?
en partant sur le même principe. En partant sur le même principe, ben finalement, oui, c'est possible. On doit pouvoir, en théorie, c'est de la simulation, c'est fait avec un logiciel de simulation de Smith, et on arrive, en théorie, à avoir le côté biband dans cette configuration-là. Donc, il y a possibilité de réaliser l'antenne avec cette méthode et avec du coax. Donc, voilà la géométrie que j'ai réalisée. 78, 27,5, 5 cm au final, dans la réalisation. Alors 78, vous voyez que ce n'est pas quand même lambda sur 2, c'est plus bas, c'est moins haut. Est-ce qu'on peut facilement dupliquer l'antenne? Est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que ce que j'ai fait, ma foi, c'est est-ce qu'on peut facilement refaire cette antenne-là? Quelles sont les précisions? Alors, je me suis fait un petit abac, j'ai fait plusieurs essais pour connaître quelles sont les précisions. Avec, à chaque fois, c'est assez d'importance. Au début, je ne m'en suis pas rendu compte, mais a posteriori, ça avait une importance. Mon VNA, je l'avais directement collé à la base de l'antenne. Parce que je ne voulais pas de déport, que je voulais mesurer l'impédance rigoureusement à cet endroit-là. Donc, pas de coax, directement le VNA à la base. Alors là, c'est juste un repère pour savoir dans quel sens il faut aller. Est-ce voilà, on a une impédance là, il faudra revenir là, donc il faut diminuer grand L et il faut augmenter petit l. Voilà, pas de coax. Et grosso modo, voilà, on peut s'autoriser des erreurs de réalisation, plus ou moins 5 mm, plus ou moins 2 mm, et plus ou moins 2 mm aussi pour le troisième système. Alors, donc ça fonctionne, c'est une antenne qui a été réalisée, qui fonctionne, qui est effectivement biband, VHF, UHF. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme gain sur cette antenne-là? Sur 145 mégas, on est sur du 3/8 de lambda. Et sur 435, on est un petit peu plus de lambda. Évidemment, le gain d'une antenne, on sait tous, radioamateurs, qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi sur le gain d'une antenne. Ça dépend de la référence. Si on prend une référence dipolaire, on est sur du vrai DBD, et là, c'est sérieux. Mais si je compare mon antenne que j'ai fabriquée avec une petite antenne boudin, d'un TX, je vais trouver tout de suite des dizaines de dB de gain d'amélioration. Donc la référence a son importance. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur la théorie? Un dipôle, c'est un gain de 17 dBi, et puis une Marconi, c'est-à-dire 2 fois moins en hauteur, c'est un gain de 0 dBi. Bon, donc comme ici, je suis entre les deux, il y a de fortes chances qu'en VHF, j'ai un petit peu de gain, pas grand-chose, et puis en UHF, un petit peu plus. Ça, c'est juste en réfléchissant, en faisant pas de calcul, en se disant, soyons raisonnables, vers quoi on va tendre. Alors, j'ai réalisé une version, comme j'ai dit tout à l'heure, qui fonctionnait, avec du RG213. Voilà, elle est là. Alors, comme c'est du coax, même si un peu rigide, il faut le tenir. Donc il y a un petit peu de bois pour juste le tenir verticalement. Donc il y a une partie qui est sans tresse, mais c'est les 78 cm. Il y a une partie en dessous, en noir, qui correspond à la ligne d'accord, et tout en bas, voilà, tout en bas, juste ici, les quelques centimètres, c'est le stub d'adaptation qui permet de ramener aux 50 ohms. C'est une bobine, on pourrait remplacer ça par une bobine, ça ferait la même chose. Bon, là, évidemment, on ne peut pas mettre ça dans un sac, où il faudrait retirer le bout de bois. Mais on y arrive quand même si on retire le bout de bois. Alors, je me suis dit, moi, ça serait bien quand même d'en faire une version transportable. En voilà une version avec du RG58. Donc là, c'est hyper souple.
58, tout le monde a du RG58 qui traîne dans un coin, et on peut facilement se faire une antenne vivante UHF, confortable pour faire un petit peu de relais. Allez, je reprends mon micro. Alors, j'ai découvert en faisant cette version-là que, tout compte fait, mon VNA qu'on mettait à la base de l'antenne, il neutralisait tout ce qui était courant de gaine. On tourne toujours sur la même chose. Donc, en faisant un petit déport de l'antenne, alors c'est celle que je vous ai montrée, que j'ai attachée sur un petit support le long d'un mur, juste pour la photo, hein, avec un aimant en haut et puis la ficelle qui tient. Et puis là, il y a un petit zoom sur la partie basse. Hein. Donc là, c'est les 28 cm de coax, et puis le petit stop qui est tout en bas, qui est attaché pour pas qu'il bouge avec un scotch. Donc il y avait quand même une histoire de courant de gaine, en fait. Et quand on mettait cette antenne-là avec un déport d'un petit coax, l'UHF, là, ça dérapait. L'accord, il se faisait plus trop. Et donc, il fallait résoudre ça. On résout ça comme... voilà, l'exemple. Donc là, il faut faire quoi? Alors moi, j'avais à disposition des ferrites, hein, et c'est ce qui est le plus efficace. J'en ai mis une à 11 cm plus bas pour neutraliser l'effet de l'UHF. Et puis j'en ai rajouté une autre. Bon, j'en avais plein en stock, donc j'en ai mis deux, mais je pense qu'avec une déjà, c'est suffisant. Alors, ferrite, où il faut faire des tours pour bloquer l'UHF. Faire des tours, voilà, il faut faire attention quand même. Il faut les orienter dans le bon sens si vous ne faites pas de ferrite, pour qu'il n'y ait pas de couplage de cette bobine avec l'antenne. Alors, simulation des gains. Donc, dans ma simulation de gains, tout à l'heure, les gains que j'avais annoncés, c'était juste avec le cerveau, hein, en réfléchissant. Donc là, j'ai mis ça dans un logiciel. Je suis arrivé à peu près à 2 dBi, et puis à 3,8 dBi. Mais, et oui, je ne l'avais pas... bon, je le savais, mais c'était rangé dans un coin du cerveau. Il y a des diagrammes qui vont être modifiés, parce que quand on a des antennes de 3 en harmonique 3, ce n'est pas des simples patatoïdes. On commence à avoir des lobes qui apparaissent, hein, les fameux lobes qu'on a vus sur la présentation d'Alain. Et en UHF, au lieu d'avoir sur une polarisation verticale, sur une antenne qui est bien verticale, au lieu d'avoir un lobe en UHF qui est très plat sur l'horizon, hop, il monte en élévation. Donc ça tire plus haut. Donc il y a certes peut-être un peu de gain, mais au bout du diagramme, qui monte. Alors j'ai voulu un peu poursuivre ça pour finir sur cette antenne-là, qui a été réalisée en juillet l'année dernière. On a même fait une petite vidéo YouTube de 5 minutes, qui est très courte, qui est accessible sur le YouTube de l'ARA 35, qui marche bien. Hein. Je ne sais pas combien de vues elle a fait, mais je crois que plusieurs milliers, non? Plusieurs milliers de vues. Donc, visiblement, il y a beaucoup de monde à regarder ça. Donc, éventuellement, vous pourrez regarder. Donc, j'ai quand même voulu prolonger un petit peu tout ça et faire des vraies mesures. Est-ce que c'est scientifiquement parfait? Sans doute pas. C'est une première approche. Et j'avais 2 X30, donc des vraies antennes bi-band qui traînaient au QRA. Et j'en ai installé 2 à 20 mètres d'écart sur des petits mâts. Alors, il y avait quoi 10 lambda entre les antennes et une hauteur de 2 lambda, sur à peu près 4 mètres de haut. Là. Alors, elle paraît un petit peu penchée parce que j'ai pris la photo un peu de travers, mais elle était bien droite. Hein. Et à 20 mètres, on distingue l'autre antenne. Et donc, avec un 20 EANA, j'ai mesuré le gain entre, enfin le S21
hein. Donc oui, en fait, la liaison entre l'émission et la réception. Et puis, une fois que j'ai fait ça, j'ai enlevé une antenne et puis j'ai remplacé cette antenne par l'antenne coax que je vous ai montrée pour faire une balance entre les deux et voir qu'est-ce qui se passait. Donc c'est la mesure 1, c'est avec les deux antennes X30, et puis la mesure 2, c'est avec une X30 et puis l'antenne coax. Donc sur la mesure 1, bon, j'avais un niveau de S21 de moins 39 dBm, et sur la mesure 2, pareil. Donc en fait, elle semble à peu près avoir le même gain d'une X30. Alors une X30, c'est une antenne VHF, UHF bibande de 1 mètre, 1,20 m. Hein. Donc c'est ni plus ni moins aussi qu'une sorte de dipôle sur 144. Hein. Donc c'est normal qu'on trouve à peu près la même chose. Donc ça veut quand même dire que visiblement cette antenne-là, elle est assez efficace, du moins en VHF. Donc on est dans de l'ordre des 3 dBi. Donc un petit peu plus en fait que je pensais. Même manip en UHF, avec une mesure que j'ai appelée J1 sur cette partie-là, donc à moins 49 dBm en UHF, et puis moins 55 dBm quand j'ai enlevé mon X30 et que je l'ai remplacé par antenne coax. Là, par contre, je suis largement en dessous. Hein. Je suis 6 dB en dessous. Et là, bah oui, le diagramme. C'est le diagramme de l'antenne qui influence. Comme c'est une antenne 3 en harmonique 3, l'élévation, ça monte. Et donc, je ne suis pas dans le maximum de mon diagramme de rayonnement. Et donc, je dois perdre des dB quelque part. C'est pour ça que je suis en dessous de la X30, qui, elle, doit être sans doute un petit peu mieux optimisée que mon antenne sur l'UHF. Bon, ça sera à confirmer sur d'autres essais, puisque ces petites manips-là, je les ai faites il n'y a pas longtemps. C'était hier, hein, hier après-midi. Donc, je voulais les mesurer pour vous montrer le résultat. Et je pense que voilà, les lobes multiples en UHF, pour cette antenne-là, doivent sans doute contribuer à réduire ses performances. Alors, ça ne veut pas dire que c'est inexploitable. Alors, celle-là, elle tient toute seule, hein, mais si on prend l'autre, c'est pareil. Si on utilise une antenne ça pour du portable, on va être efficace en VHF. On va peut-être être moins efficace en UHF, mais ça sera en tout cas beaucoup plus efficace qu'une antenne Scooby-Doo sur un Pocket. Hein, et si on est un petit peu en ville, les diagrammes tirant un peu tout dans les buildings, etc., où voilà, on peut imaginer que ce n'est pas complètement pénalisant d'avoir des diagrammes qui se relèvent. Oui, on avait fait ça, je ne me souviens plus trop, il faudrait que tu me rappelles, mais ça a l'air de fonctionner. Voilà, je pense que je suis arrivé à la fin, voilà, ça résume facile à transporter. Vous avez les cotes et vous avez la vidéo YouTube de F4KIO où ça dure 5 minutes, c'est pas très long à regarder. Et bon, on n'a pas trop de retour de tous ceux qui lisent ça et qui expérimentent. C'est un peu dommage de ce point de vue-là. On verra si elle continue à se diffuser. Donc, en termes de dimension, les 78 cm, 28, j'ai jamais vu ça autre part sur le net. Donc, c'est peut-être une nouvelle antenne, ou pas, à tester. Voilà, c'est fini pour ma partie, si vous avez des questions. Ouais, c'est une antenne F5 SDH, on va la baptiser.